Au milieu de la cour bondée du lycée Victor Hugo à Paris, sous un soleil éclatant de ce matin de mai, Alexandre saisit la main de Lucas avec une force qui trahissait des mois de retenue et de peur accumulée. Ce geste, si banal en apparence pour un couple hétérosexuel, devint pour eux un acte de rébellion pure, plongeant l'ensemble des 500 élèves présents dans un silence de mort absolue, où même le vent semblait retenir son souffle. Les yeux s'écarquillèrent, les bouches s'ouvrirent sans un son, et un frisson collectif traversa la foule comme une vague froide. Marie, la meilleure amie d'Alexandre depuis l'enfance, laissa tomber son téléphone, son visage passant du rose au blanc crayeux. Le directeur adjoint, M. Leclerc, qui supervisait la récréation, s'immobilisa comme une statue, sa cravate soudain trop serrée autour de son cou. Lucas, 17 ans, aux cheveux châtain clair légèrement ébouriffés par la brise printanière et aux yeux verts brillants d'une détermination nouvelle, serra les doigts d'Alexandre en retour, un sourire doux et fier illuminant son visage. Pour la première fois en 6 mois, il n'était plus un secret caché dans l'ombre des ruelles parisiennes, ils étaient visibles, vulnérables, mais enfin libres. Pourtant, ce moment de vérité n'était pas venu de nulle part. Il était le fruit d'une longue bataille intérieure qui avait commencé 6 mois plus tôt, lors de la rentrée de janvier. Lucas avait débarqué de Marseille, transféré pour suivre son père ingénieur muté à la capitale. À 17 ans, il était déjà sûr de lui, ayant fait son coming out à sa famille dès ses 15 ans. Sa mère, une femme ouverte d'esprit, l'avait soutenu avec des mots tendres et des embrassades chaudes, son père restait distant mais respectueux, murmurant parfois que « la vie est déjà assez compliquée ». Lucas portait sa différence avec une grâce naturelle, sans provocation, mais sans honte non plus. Il marchait la tête haute dans les couloirs, répondait aux regards curieux par un sourire calme. Alexandre, en revanche, était le prototype du lycéen parfait, 18 ans, capitaine de l'équipe de football du lycée, notes excellentes, famille catholique pratiquante dans le 16e arrondissement. Il avait toujours su, au fond de lui, que les filles ne l'attiraient pas vraiment. À 14 ans, il avait eu une brève histoire avec un camarade de club de natation, des baisers volés dans les vestiaires qui avaient laissé une trace brûlante dans sa mémoire. Mais la peur des ragots, la voix de son père répétant « un homme, ça se tient », l'avait poussé à rompre et à se réfugier dans une relation avec Sophie, une cheerleader populaire, pour sauver les apparences. Sophie était gentille, drôle, mais chaque baiser avec elle lui rappelait son mensonge, comme une pierre dans sa poitrine. Il souriait en public, applaudissait au match, mais la nuit, seul dans sa chambre aux murs couverts de posters de foot, il fixait le plafond en se demandant pourquoi il se sentait si vide. Le jour où Lucas était entré en classe de littérature, tout avait basculé sans bruit. Le professeur parlait de « Les Misérables », et quand leurs regards s'étaient croisés par-dessus les pupitres en bois usé, Alexandre avait senti une étincelle électrique lui traverser le corps. Après le cours, près de la machine à café qui crachotait un jus amer, Lucas avait lancé avec son accent marseillais chantant « Tu as l'air de connaître par cœur ce roman. » Moi, je préfère Javert, il est complexe, torturé. Alexandre avait ri, nerveux mais sincère pour la première fois depuis longtemps. Moi c'est Valjean, toujours en fuite. Ils avaient parlé pendant 20 minutes de liberté, de justice, de ce qui nous enchaîne, et pour la première fois, Alexandre s'était senti compris sans un mot sur son secret. Les semaines avaient passé en conversation codée, en regards volés en cours de maths ou d'histoire. Ils se retrouvaient après les cours dans le parc des Buttes-Chaumont, loin des yeux indiscrets du 19e arrondissement. Lucas était patient, d'une patience infinie. Il ne pressait jamais, se contentait de marcher à côté de lui, épaules frôlées, doigts qui se touchaient presque. « Prends ton temps, Alex. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. » Mais Alexandre luttait chaque jour plus fort. La nuit, il pleurait seul, imaginant la déception de ses parents, le regard de ses coéquipiers, les messes du dimanche où le prêtre parlait encore de « péché contre nature ». Je suis normal? Est-ce que je mérite d'être heureux?
se demandait-il en se regardant dans le miroir de la salle de bain, l'eau froide coulant sur son visage. Puis vint la première vraie rencontre, loin du lycée. Un samedi après-midi pluvieux, Lucas l'avait invité dans un petit café près de la Seine, au pied de Notre-Dame. Ils avaient marché le long du fleuve, mains dans les poches pour ne pas se trahir, l'eau grise reflétant les lumières des bateaux-mouches. Soudain, sous le pont Alexandre III illuminé par les derniers rayons, Lucas s'était arrêté net. « Je sais que tu as peur. Mais moi, je t'aime déjà, depuis le premier jour en classe. » Alexandre avait fermé les yeux, le cœur battant comme un tambour, et leurs lèvres s'étaient rencontrées dans un baiser timide, doux, qui avait fait exploser son monde intérieur en mille couleurs. Ce soir-là, rentré chez lui, il avait rompu avec Sophie par SMS, prétextant un manque de temps, les mains tremblantes sur l'écran. Leur relation s'était épanouie en secret absolu, week-end à Versailles où ils pouvaient se tenir la main sans peur sous les arbres du parc, messages chiffrés sur leur téléphone avec des codes que seuls comprenaient, nuit passée chez Lucas quand ses parents étaient en voyage d'affaires. Ils parlaient pendant des heures, de leurs rêves, de la France qu'ils voulaient voir changer, des films qu'ils regardaient blottis l'un contre l'autre. Alexandre se sentait vivant pour la première fois. Mais les fissures apparaissaient déjà. Marie avait remarqué les absences répétées d'Alexandre, ses sourires rêveurs en cours. « Tu me caches quelque chose, Alex. C'est une fille? Ou autre chose ?» Il niait avec un rire forcé, mais son cœur saignait de ne pas pouvoir lui confier la vérité. La veille du geste fatidique, il s'était disputé violemment dans un square désert près de la place des Vosges. Lucas, les larmes aux yeux sous la lune pâle, avait lancé d'une voix brisée, « Je ne veux plus me cacher comme un criminel, Alex. Si tu m'aimes vraiment, prouve-le demain matin, en pleine cour, devant tout le monde. Sinon, je pars pour de bon. » Alexandre avait passé la nuit blanche, assis sur son lit, pesant chaque conséquence, la colère de son père, les moqueries des amis, la solitude possible. Au matin, il avait choisi. Et maintenant, debout là, avec la main de Lucas dans la sienne, chaude et ferme, il sentait le poids du monde s'abattre sur ses épaules, mais aussi une paix profonde, une lumière qui montait enfin. Les premiers murmures éclatèrent enfin. « C'est quoi ce délire? » « Deux mecs, » cria Thomas, un joueur de foot de son équipe. Sophie, au loin près de la fontaine, pleurait silencieusement. Marie s'approcha lentement, incrédule mais les yeux pleins d'une tendresse nouvelle. Le cœur d'Alexandre battait à tout rompre, mais il ne lâcha pas la main. C'était le début de tout, le début de leur vraie vie. Le silence fut brisé par un éclat de rire nerveux venant du groupe des Terminales. Thomas, l'ami d'enfance d'Alexandre, cria plus fort, « Hey, Alex, c'est une blague de ouf ou quoi ?» Mais personne ne rit avec lui. Le rire mourut dans l'air printanier, remplacé par des murmures qui enflaient comme une marée. Lucas serra plus fort les doigts d'Alexandre, murmurant à son oreille, « On y est, mon amour. Ensemble, quoi qu'il arrive. » Ils commencèrent à marcher vers la sortie du lycée, la foule s'écartant comme la mer Rouge devant Moïse, certains reculant, d'autres avançant pour mieux voir. Marie les rattrapa en courant, son sac battant contre sa hanche. « Alex, depuis quand? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je suis ta meilleure amie depuis la maternelle, bordel. » Ses yeux étaient remplis de larmes, pas de dégoût, mais de peine profonde d'avoir été exclu de ce PAN si important de sa vie. Ils s'éloignèrent vers le parc voisin, main dans la main, ignorant les regards qui les suivaient comme des projecteurs. Assis sur un banc de pierre tiède au soleil, Alexandre raconta tout à Marie, la voix tremblante mais libérée. Elle écouta sans l'interrompre, choquée mais solidaire jusqu'au bout. « Je comprends maintenant tes silences, tes regards perdus, je suis là pour toi, pour vous deux. Mais tes parents ils vont complètement flipper. Ton père va faire une attaque. » Lucas restait silencieux, la tête posée sur l'épaule d'Alexandre, laissant l'amitié reprendre ses droits.
Pendant ce temps, à la maison d'Alexandre dans le 16e, le téléphone sonnait déjà sans relâche. Le père, notaire strict au costume toujours impeccable, avait reçu un appel d'un parent d'élève membre du conseil d'administration. Ton fils en pleine cour avec un garçon, la mère, pieuse, agenouillée devant son autel personnel, pleurait déjà en silence, le rosaire serré entre ses doigts. Le scandale venait de commencer, mais Alexandre, pour la première fois, se sentait prêt à l'affronter. Leur amour avait grandi en cachette pendant ces 6 mois, mais avec lui grandissaient aussi les tensions invisibles. Après ce premier baiser sous le pont, ils avaient multiplié les moments volés, un cinéma obscur près de la gare de Lyon où ils pouvaient poser leurs mains l'une sur l'autre sans risque, un pique-nique à Fontainebleau où Lucas avait préparé des sandwichs au fromage de chèvre et où ils avaient dansé sur une musique de téléphone portable. Alexandre se surprenait à sourire sans raison en cours, à tracer le nom de Lucas sur son cahier de physique. Mais la peur ne le quittait jamais complètement. Chaque fois qu'un coéquipier faisait une blague homophobe dans les vestiaires, il riait jaune, le ventre noué. Lucas, de son côté, avait ses propres démons parisiens. Son père, bien qu'acceptant, craignait pour sa carrière, sois discret, fils. Paris n'est pas Marseille. Ici, les gens parlent, les portes se ferment. Sa mère l'appelait chaque soir, « Comment va ton Alex? Il est gentil avec toi au moins ?» Lucas répondait oui, mais au fond il se demandait combien de temps leur bulle tiendrait. Un soir de février, ils avaient regardé « Call Me By Your Name » chez Lucas, blotti sous une couverture. Alexandre avait pleuré à la fin, silencieusement, réalisant que leur histoire pouvait être aussi belle et aussi douloureuse. « Je ne veux pas que ça finisse comme ça », avait-il murmuré. Lucas l'avait embrassé sur le front, « Ça ne finira pas. Pas si on se bat. » Le premier malentendu majeur était arrivé en mars. Pierre, un ami commun du club de théâtre, les avait surpris en train de s'embrasser dans une ruelle derrière la bibliothèque. Il avait promis le secret, juré sur sa vie. Mais 2 semaines plus tard, des regards étranges avaient commencé à circuler en cours d'anglais. Sophie avait confronté Alexandre dans le hall du lycée, les yeux rougis, « C'est Lucas, n'est-ce pas? Tu m'as utilisé comme couverture pendant des mois. J'étais juste un bouclier pour toi. » La dispute avait été violente, larmes et cris, mais Alexandre avait tenu bon, avouant enfin la vérité. Sophie était partie en claquant la porte, blessée mais pas haineuse. Marie, une fois mise dans la confidence, devint leur alliée secrète. Elle couvrait leurs absences, inventait des prétextes pour les profs, leur envoyait des messages d'encouragement avec des cœurs. Mais la tension montait inexorablement. Un jour, en classe de philosophie, le professeur avait fait une remarque homophobe voilée sur « les modes modernes qui détruisent la famille traditionnelle ». Lucas avait serré les poings sous la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Alexandre avait posé discrètement sa main sur la cuisse de Lucas, un geste minuscule mais immense. Maintenant, après le geste public, le monde allait tester la solidité de leur amour. Ils rentrèrent chez Lucas ce soir-là, main dans le métro, ignorant les regards. La mère de Lucas les accueillit avec un sourire triste mais ouvert, « Vous avez été courageux. Maintenant, il faut être fort. » Ils s'endormirent enlacés, le cœur lourd mais plein d'espoir. Le lendemain, le lycée entier ne parlait que d'eux. Les réseaux sociaux explosaient. Et la vraie tempête familiale n'avait pas encore frappé. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla chez Lucas avec la sensation étrange d'être à la fois le plus heureux et le plus terrifié des hommes. Son téléphone vibrait sans arrêt, message de Marie, « Je suis avec vous », appel manqué de son père, rentre immédiatement, texto de coéquipier, « C'est vrai ». Lucas prépara du café fort, posa une tasse devant lui et dit simplement, « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je t'aime ». Ils allèrent au lycée ensemble, mains non plus liées mais frôlées, prêts à affronter les regards. La cour était encore plus chargée d'électricité que la veille.
Des groupes murmuraient, certains applaudissaient discrètement, d'autres ricanaient. Le directeur convoqua Alexandre dans son bureau après les premiers cours. « Votre geste est courageux, jeune homme, mais il perturbe l'ordre. Vos parents sont déjà venus me voir ce matin. » Alexandre répondit calmement, « Monsieur, je n'ai fait que tenir la main de la personne que j'aime. » Est-ce que ça perturbe vraiment l'ordre, ou juste les idées reçues? Le directeur, surpris par la maturité du garçon, se contenta de soupirer. Le soir venu, la tempête familiale éclata chez Alexandre. Son père l'attendait dans le salon, visage fermé, cravate encore nouée. Sa mère pleurait sur le canapé, un chapelet entre les doigts. « Comment as-tu pu nous faire ça? Devant tout le lycée. Nous sommes une famille respectable, hurla le père. Alexandre resta debout, la voix tremblante mais ferme. « Papa, je suis toujours ton fils. J'aime Lucas, et cet amour est vrai. Je ne peux plus mentir. » La dispute dura 3 heures. Le père parla de déshonneur, de maladie, de mode américaine. La mère suppliait, « Prie avec moi, mon fils, Dieu te guérira. » Alexandre pleura, mais ne céda pas. À minuit, son père lui dit, « Sors de cette maison. Reviens quand tu auras retrouvé la raison. » Alexandre partit avec un sac à dos, le cœur en miettes, et sonna chez Lucas. La mère de Lucas l'accueillit comme un fils, « Tu restes ici autant que tu veux. » Cette nuit-là, dans la chambre de Lucas, Alexandre s'effondra en sanglots. Lucas le berça, lui caressant les cheveux, « Tu as perdu une maison, mais tu as gagné une famille. La mienne, et surtout la nôtre. » Ils parlèrent jusqu'à l'aube de leur enfance, des peurs, des rêves. Alexandre réalisa pour la première fois l'ampleur de sa crise d'identité. Il avait passé 18 ans à être le fils parfait, le capitaine parfait, l'hétéro parfait. Lucas lui montra des photos de lui à Marseille, libre, riant avec ses amis gays. « Tu peux être toi, Alex. Je te montrerai comment. » Les jours suivants furent un tourbillon. Marie venait tous les soirs avec des gâteaux et des nouvelles du lycée, certains élèves les soutenaient, créant même un petit groupe de solidarité, d'autres les insultaient dans les couloirs. Sophie envoya un message, « Je suis en colère, mais je te respecte. Prends soin de toi. » Alexandre commença à voir un psychologue scolaire, gratuit et bienveillant, qui l'aida à nommer ses émotions, honte intériorisée, peur de l'abandon, fierté naissante. Lucas et lui construisaient leur quotidien, petit déjeuner partagé, révision ensemble, promenade main dans la main le long du canal Saint-Martin. Chaque geste public était une victoire minuscule mais immense. Pourtant, la crise d'identité d'Alexandre n'était pas terminée. Il se réveillait parfois en sueur, rêvant de son père le chassant pour toujours. Lucas était là, patient, aimant, « Tu n'es pas seul. Regarde ce que tu as déjà accompli. » Leur amour se renforçait dans l'adversité, devenant plus profond, plus adulte. Mais une nouvelle ombre approchait. Thomas, l'ancien ami, préparait quelque chose sur les réseaux. La trahison était en marche. 3 semaines après le geste, le lycée était devenu un champ de bataille invisible. Alexandre et Lucas marchaient la tête haute, mais les insultes fusaient dans leur dos, PD, tarlouse, rentré en enfer. Le groupe de foot avait exclu Alexandre de l'équipe sans explication officielle. Il rentrait chaque soir chez Lucas épuisé mais fier. Marie organisait des soirées de soutien chez elle, avec des amis ouverts d'esprit. Puis vint la trahison. Thomas posta sur Instagram une vieille photo d'Alexandre et Lucas s'embrassant, prise en cachette des mois plus tôt. La légende, voilà le vrai visage de notre capitaine. La publication devint virale au lycée en quelques heures. Les commentaires explosèrent, moqueries, menaces, appels à la normalité. Lucas pleura de rage, il nous avait promis. Alexandre, lui, sentit une colère froide monter.
Il confronta Thomas dans le couloir. Pourquoi? Parce que tu as peur de ce que je représente? Thomas baissa les yeux. Tout le monde change autour de moi, je ne voulais pas être le seul à rester en arrière. Le malentendu avec Lucas arriva ce soir-là. Lucas, blessé par la photo, lança. Tu regrettes, n'est-ce pas? Tu regrettes d'avoir tenu ma main. Alexandre, épuisé, répondit maladroitement. Parfois je me demande si ça en valait la peine. Lucas partit en claquant la porte. Alexandre passa la nuit à errer dans Paris, seul, pleurant sur les quais. Au matin, il retrouva Lucas sur le pont des Arts, lui prit le visage entre les mains. Je ne regrette rien. Jamais. Tu es ma vie. Ils s'embrassèrent sous la pluie, se réconciliant dans les larmes. La crise les rapprocha encore. Ils décidèrent ensemble d'affronter la rumeur. Alexandre fit un post sur son compte. Oui, j'aime Lucas. Oui, je suis gay. Et je n'ai jamais été aussi fier. Les likes affluèrent, des messages de soutien du monde entier. Mais à la maison familiale, le père restait silencieux. La mère envoyait des textos timides. Je prie pour toi. Le psychologue aidait Alexandre à transformer la douleur en force. Chaque crise est une étape vers qui vous êtes vraiment. Lucas, de son côté, reçut une proposition de son ancien lycée à Marseille, un poste de délégué avec bourse. Il hésita. Rester signifiait continuer le combat, partir, protéger Alexandre. La décision approchait, lourde comme une pierre. Le mois de juin arriva, avec ses examens et ses adieux. La pression devint insoutenable. Des parents d'élèves avaient lancé une pétition pour protéger les valeurs du lycée. Alexandre fut convoqué chez le proviseur. Nous ne pouvons plus garantir votre sécurité. Lucas prit sa décision seul un soir. Il accepta le transfert à Marseille. Je pars pour que tu puisses respirer, Alex. Je t'aime trop pour te voir souffrir chaque jour. Alexandre s'effondra. Sans toi, je ne suis rien. Ils passèrent une dernière nuit ensemble, parlant de l'avenir, pleurant, faisant l'amour avec tendresse et désespoir. Au matin, Lucas partit à la gare de Lyon. Alexandre resta sur le quai, la main tendue jusqu'à ce que le train disparaisse. Le sacrifice était fait. Seul, Alexandre traversa une semaine noire. Il dormait chez Marie, refusait de manger. Puis, une nuit, il se réveilla avec une clarté nouvelle. Je ne laisserai pas notre amour mourir comme ça. Il prépara un discours pour la dernière assemblée générale du lycée. Fil 6. Devant les 500 élèves réunis, Alexandre monta sur l'estrade, micro en main. Sa voix tremblait mais portait loin. J'ai tenu la main de Lucas parce que je l'aime. Pas pour choquer, pas pour provoquer. Parce que l'amour n'a pas à se cacher. J'ai perdu ma famille, mon équipe, presque moi-même. Mais j'ai gagné la vérité. Si quelqu'un ici a peur d'être qui il est, sachez que vous n'êtes pas seul. Le courage commence par un geste simple, une main tendue. Le silence tomba, puis des applaudissements explosèrent, d'abord timides, puis assourdissants. Marie pleurait de fierté. Le proviseur lui-même hocha la tête. Ce soir-là, le père d'Alexandre appela. Reviens à la maison, fils. Nous parlerons. Ta mère et moi nous essayons de comprendre. Lucas, à Marseille, vit la vidéo virale. Il prit le premier train. Ils se retrouvèrent à la gare, s'étreignant comme si le monde n'existait plus. Leur amour avait survécu. Ils marchèrent ensemble dans Paris, mains enlacées, libres. L'amour sincère entre deux hommes mérite-t-il de risquer toute sa vie, ou les préjugés ont-ils toujours raison? Vrai ou faux?